Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao de l'expérience Yannick Yao. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois un homme aujourd'hui, multicasquette, un entrepreneur très concrètement, qui se fait appeler le Conquérant Noir. Je vais le laisser se présenter tranquillement et après on va enchaîner. Nelson, bienvenue. Merci bien. Comment ça va? Ça va très bien. Dis-nous, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Et on enchaîne. Alors, je suis Nelson Dolé, ingénieur financier de formation, diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Après ça, j'ai fait juste un stage de validation de diplôme. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, je suis actuellement chef d'entreprise, directeur d'un cabinet conseil, également président d'une ONG. D'accord. Cabinet conseil, vous conseillez sur quoi? Les PME, voilà, et aussi on fait de la formation. Faites de la formation. Oui, beaucoup de formation. Alors j'ai vu, puisqu'on s'est connus sur LinkedIn, Oui. j'ai vu que vous donniez aussi des cours d'anglais. Oui. D'accord. Donc tu parles anglais Oui. couramment. Oui, très bien et tout. effectivement. D'où ça vient ça? Oh, la passion. J'ai toujours aimé L'anglais. l'anglais. Voilà, D'accord. j'ai toujours aimé l'anglais. La raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'est parce que j'ai vu un post que tu avais fait sur les réseaux sociaux qui m'a pas interloqué, mais je me suis dit, ok, ce qu'il dit, je pense que beaucoup vont pas forcément comprendre parce que c'est de l'écrit. Et je pense que c'est encore mieux de l'avoir en vidéo et voir en audio pour qu'ils puissent approfondir le sens de ta pensée, puisque derrière, tu as des punchlines pour les gens qui commentent. Effectivement. Ouais. Donc ça parlait, on va dire c'est un petit peu un fait de l'actualité où il y avait deux personnes publiques, on va les appeler des influenceurs, qui ont fait un débat sur ce qu'on appelle les sugar daddy. Et de ton surnom le Conquérant Noir, très concrètement, moi de ce que je vois, c'est que tu veux que tes frères et sœurs, en Afrique en tout cas, et peut-être partout dans le monde, réussissent. Effectivement. Et visiblement, ça t'avait pas forcément plu ce débat-là, si j'ai compris. Bon, pas comme si c'est pas un débat qui m'a pas plu. Voilà, c'est pas comme si j'étais en train de les juger au fait. Mais c'est le constat que j'ai fait au niveau de l'affluence des jeunes. Parce qu'un débat qui s'est fait entre 20h et 23h, ou du moins 21h et 23h, ce ne sont pas les vieux qui sont allés sur ce débat, ce sont les jeunes. Voilà. Donc, quand je vois qu'il y a vers 46 000 jeunes qui étaient connectés en train de suivre un tel débat, alors que quand on lance souvent des formations en ligne, il y a à peine 3-4 personnes qui sont intéressées. C'est ça qui me choque au fait. Donc, je me dis que les jeunes, au fait, n'ont pas les priorités qu'il faut. Voilà, parce qu'actuellement, la priorité devrait être focalisée sur leurs études, sur comment avoir de l'emploi, sur comment créer de la valeur, sur comment faire développer notre pays, et non pas à se focaliser sur des débats qui ne vont rien apporter en fin de compte. Parce que par derrière, on voit que ce sont les deux acteurs qui gagnent, parce qu'ils ont plus de followers et tout ça. Mais ceux qui regardent, c'est 2 heures, 3 heures de votre vie que vous avez perdu à regarder ça. Alors que vous pouvez travailler sur votre projet personnel. D'accord. C'est tout. D'accord, je comprends ton point de vue. Et peut-être on va y revenir après, mais j'ai envie qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Parce que je pense que ton parcours fait que tu as une analyse de ce genre-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un parcours assez important de par leur expérience que, je dirais, en tout cas de ce que j'ai lu, je pense qu'il y a eu beaucoup de bas dans ta vie. Malgré ces bas-là, tu as réussi à t'en sortir et à monter ta société et à t'en sortir. Donc, c'est quoi l'histoire de Nelson Dolé? Ok, d'accord. C'est une histoire pas assez facile. Alors, c'est vrai que c'est une petite expérience. Je ne suis pas trop vieux, donc je peux parler de l'histoire 27 ans. 27 ans, ok. Voilà, à peine 27 ans. Mais j'ai grandi au village. Voilà, j'ai fait pratiquement 15 ans. Où ça? À Tiapoum. C'est vers où? Moi, je suis un banguiste, je viens de revenir. D'accord, c'est après Bassam, à Boissou, voilà, à la frontière. Donc, j'ai reçu d'abord une éducation assez sévère de la part de mon père, qui ne nous laissait pas sortir et tout ça. Et après ça, je suis allé après le BPC. Voilà, là, je suis allé à Boissou. C'est la première fois que j'ai mis les pieds en ville et tout ça. Là-bas, déjà à l'âge de 16 ans, je commençais à louer, c'est-à-dire une maison. Reste là. Quand tu dis une éducation assez stricte de la part de ton papa,
qu'est-ce que tu appelles véritablement strict? Le fait qu'il ne te laisse pas sortir ou tu avais droit à la chicotte comme tout le monde? Oui, effectivement, c'est-à-dire à chaque heure, il nous chicotait, c'est-à-dire il voulait qu'on soit vraiment carré et tout ça. Donc, souvent même, pour aller jouer au ballon, même, vraiment, c'est compliqué, on ne pouvait pas et tout ça. Il voulait qu'on bosse. D'accord. Voilà. Avec le recul, est-ce que tu ne penses pas que ça a forgé l'homme que tu es par rapport à la rigueur que tu as ou pas? Effectivement, et ça, je ne le regrette pas. Ah, d'accord. Voilà. ça a été très bien d'ailleurs, parce que ça m'a appris à être discipliné. D'accord. Voilà, à être discipliné et puis à être focus sur mes objectifs, en fait. Voilà. D'accord. Éviter les distractions, les sorties, tout ça. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est mal? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai avec toi. On ne se connaît pas assez pour que je détermine ce que tu es, comment tu vis. Mais je suis passé par cette période-là où on va dire que les gens vont nous percevoir comme des extrémistes. Quand tu dis pas de distraction, pas de sortie, le gars il est toujours sérieux, ils vont dire ah t'es extrémiste dans ton truc. Nous, on est ici, il fait chaud, on est au pays, machin et tout. Donc comment les gens te perçoivent? Beaucoup pensent que je suis un peu dur, voilà, que je suis un peu strict, que je suis un peu direct et tout ça. Mais au fait c'est une manière d'être. Voilà, je pense que c'est ma personnalité. Et puis, ça ne m'empêche pas d'être un team worker, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir collaborer avec tout le monde. D'accord. Pour revenir à ton papa, quelle influence il a eu sur toi? Une influence positive. Voilà, okay. Positive, parce que en termes d'éducation, il faut dire que j'ai vraiment reçu beaucoup de lui. D'accord. Voilà, beaucoup de lui. D'accord. Il faisait quoi? Alors, c'était un ancien militaire au temps du fouet, et qui est devenu topographe après. Topographe? Oui, c'est-à-dire il faut un peu de cartographie, des choses comme ça. Donc, d'où je comprends la discipline. Ah oui, c'est un militaire, donc c'était vraiment... Vous étiez combien dans la famille? Bon, de même père et de même mère, 7. 7, ok. Maintenant, tu es à quel niveau? Maintenant, vas-y. Oui, maintenant, il a marié une femme blanche, donc il y a eu 4 métis après. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes 11? 12. Plus une fille encore. Oui. Nous sommes en Afrique, les familles nombreuses. Moi, ça me plaît. J'ai aucun souci de former une équipe de foot. Je pense que c'est une grosse richesse si tu arrives à d'arriver tout le monde. Tu étais à quelle position? Bon, quand on prend à partir des 7, de même père, de même mère, c'est 4e. Tu es le 4e. Voilà, tu as quoi? Grand frère, grande sœur au-dessus ou que des grands frères? 2 grands frères et une grande sœur. D'accord. Et en dessous? Il y a 2 petites sœurs et un petit frère. 2 petites sœurs, un petit frère. Vous êtes tous toujours soudés, vous voyez où ça Oui, effectivement, je vois, mais pas tous les jours, mais bon, on s'appelle et puis de temps en temps, lorsque c'est un peu difficile, on essaie de se voir et puis s'entraider. Ok. Moi, je sais pas. Je sais que, on va dire, c'est un peu ce qui est poussé de comment on appelle ça, de pas forcément faire beaucoup d'enfants, si je peux le dire aussi simplement que ça. Et je pense, moi, personnellement, malgré les difficultés, que c'est une véritable richesse. Que ce soit pour le pays et que ce soit pour toi-même. T'es papa? Pas encore. Pas encore. J'ai la chance d'être papa depuis quelques mois. Félicitations. Et merci. Et sans ces enfants-là, je dis pas que je serais pas... Je pense que c'est une véritable chance. C'est une bénédiction, véritablement. Et j'ai envie d'en avoir encore plus, en fait. Je comprends qu'économiquement parlant, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, d'avoir une famille nombreuse? Est-ce que c'est dans ton optique ou pas du tout? Parce que finalement, tu as vécu dans cela. Effectivement. Est-ce que toi, c'est ton ambition d'avoir une famille où tu auras beaucoup d'enfants ou pas? Je pense que c'est assez relatif. Mais ce que moi, je préconise, c'est qu'il faut... Ne préconise pas. Je veux savoir Nelson. Non. D'accord. Voilà, parce que avoir beaucoup d'enfants... Ouais. Voilà, sur le plan économique, il faut être capable de pouvoir s'occuper de ses enfants. Voilà. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout ça, vaut mieux pas avoir beaucoup d'enfants. Voilà, juste 2, 3, parce que ça suffit, quoi. Enfin, selon moi. Donc si tu es milliardaire, c'est tout ce que je te souhaite, tu auras 2, 3 toujours. Oui, 2, 3. Oui. Mais économiquement, ça ira. Oui, mais pas besoin de faire beaucoup d'enfants. Voilà, pas besoin. Ok. Revenons. 16 ans, tu disais. Oui, donc à 16 ans déjà, j'ai commencé à vivre seul. Avec mes maisons. Là, j'étais au lycée, de la seconde jusqu'à la terminale C. J'ai eu mon bac. C'était vraiment difficile. Voilà. Au lycée, tu vivais seul? Oui.
Pourquoi? Dans une petite maison. Non, puisque les parents sont au village. Ouais. Et là-bas, le cursus s'arrêtait en 3e. D'accord. C'était un collège. Donc, pour aller au lycée, là, j'ai été orienté à Boisson. D'accord. Et là-bas, on n'a pas de famille. Et j'ai été obligé de louer une maison dans une cité. Tout seul. Ok, Voilà. ça Donc, marche. déjà, j'ai appris à vivre seul, Ouais. à me défendre seul. Ouais. Lorsque ça n'allait pas, bon, soit on dormait le ventre creux, ou bien on buvait de gari, comme on le dit, le gari, là, voilà. Donc, déjà, j'ai appris déjà à lutter seul. Et lorsque j'ai obtenu mon bac également, je suis allé très loin ici à Yamoussoukro. D'accord. Voilà, j'ai Yamoussoukro, et là-bas, encore, c'était une cité. Ouais. Voilà, donc là, il y avait 5 ans là-bas. C'était encore vivre seul, très compliqué, tout ça. Voilà, vu que les parents sont modestes, ouais. donc c'était vraiment compliqué. D'accord. Comment tu gérais financièrement? Bon, financièrement, je ne recevais pas comme les autres. Bien sûr. L'argent chaque fin du mois. C'est vrai que là-bas, on était boursier, ça venait chaque 3 mois. Mais souvent, je faisais un peu les cours à domicile. J'essayais de me défendre, voilà, parce que je connais un peu la situation des parents. Ouais. Et je me suis dit que si je suis arrivé jusqu'à-là, ouais. je suis un garçon et je dois me battre. Ouais. Voilà. Donc, j'ai lutté jusqu'à ce que je puisse finir mon cursus. Et j'ai fait tout mon cycle d'ingénieur sans ordinateur. Tout ton cycle ingénieur sans ordinateur. Voilà, parce que c'était un luxe. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter un ordinateur. D'accord. Voilà. Comment tu faisais? Que des bouquins? Voilà. Voilà. Au fait, c'était que la bourse dans les livres. Ouais. Souvent, je partais voir des amis pour pouvoir étudier les machines, tout ça, mais ce n'était pas compliqué parce que là-bas, tout le monde fait des recherches, tout le monde est sur sa machine. Mais par la grâce de Dieu, il a pu m'en sortir. Oh, ok. L'entourage à cette époque-là, c'était quoi? Ils étaient comment les gars avec toi? Bon, c'était cool. Voilà, c'était cool, seulement que vu que moi j'ai quitté à Boisseau pour aller là-bas, la cité quitté à Abidjan et tout ça, donc c'était pas trop le même environnement. Il y avait des enfants comme on le dit Choco et tout ça. Nous, bon, tout ça on connaissait pas, hein, on était un peu comme des broussards. Donc c'était un peu, voilà, il y a certains enfants qu'on venait les déposer en voiture chaque semaine qui rentraient. Nous on se disait mais vraiment où on est, mais bon, on savait ce qu'on était venu chercher. D'accord. Et on a eu, voilà, après ça on s'est retourné. Yes. Donc, à la fin de ton cursus, qu'est-ce qui se passe? Ouais, à la fin de mon cursus, d'abord, il a fait un stage de 6 mois dans une agence là. Une agence de publicité, c'est-à-dire médias. D'accord. Voilà, une agence de médias. Je n'ai pas fait la publicité. Non, tu peux, j'ai aucun souci. À MediaWays, qui est à la Riviera 2. Donc, pendant que j'étais en stage, puisque j'ai toujours appris à me débrouiller. Ouais. Voilà, je n'avais pas, c'était vraiment difficile. Lorsque j'ai fini à Yamoussoukro, que je suis rentré sur Abidjan, on n'a pas de maison ici à Abidjan. Donc, je dormais chez un ami. D'accord. Pour moi, c'était compliqué. Après ça, je suis allé en cité. Quand tu dormais chez un ami, cet ami-là avait sa propre maison ou tu dormais dans la maison de ses parents avec lui? Il était chez ses parents. D'accord. Et toi, tu dormais aussi là-bas? Voilà. D'accord. Chez lui dans sa chambre. Okay. Voilà. C'est un frère en crise et tout ça. Donc, mais ce n'était pas trop ça. Parce que il est toujours mieux d'être chez soi. Voilà. Donc, ce n'était pas tellement ça et tout ça. Bon. Donc, j'ai décidé de faire parallèlement, c'est-à-dire, je vais en stage, mais souvent les soirs, je fais des petits gombos, et puis les samedis, au CPDEC, je donnais des cours. C'est quoi le CPDEC? Le CPDEC, c'est une grande école affiliée à l'INPHB. D'accord. Voilà, qui est au sein de l'université. D'accord. Donc, je faisais les cours les samedis, je préparais certains étudiants qui voulaient passer le DCG. D'accord. C'est un cursus qui mène à l'expertise comptable, DCG, DSCG, le DEC. Donc, ça me permettait d'avoir un peu d'argent. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ben, alors, attends, si j'essayais de me lancer dedans et puis de formaliser ça en créant une entreprise, voilà, un cabinet de formation, pourquoi pas. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour mener à bien cette activité. Parce qu'en tant qu'ingénieur, je pense que et petit à petit, j'ai eu l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, parce que je voyais que des jeunes apprenaient, voilà, le fait de les aider, d'être disponible, tout ça. Je rendais service aussi. Voilà. Bien vrai que ça ne soit pas, ou du moins que ça n'était pas gratuit, mais je rendais service. Donc ça m'a plu. Et puis, je me suis dit que c'est une passion d'aider, de rendre, d'enseigner et tout ça. Voilà. Tu avais quel âge quand tu as décidé de te lancer? 24 ans. Tu avais 24 ans. 2017. Tu as 27 aujourd'hui, hein? Oui. Donc ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Ok. Quand tu t'es lancé, quelles ont été les plus grosses difficultés, 3 plus grosses difficultés pour te lancer véritablement? Terrible. 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 Déjà en termes de fonds, en termes de capital, puisque c'était créer un cabinet de conseil et me spécialiser d'abord au niveau de la formation. Parce que je me lance,
là, je n'ai pas d'expérience. Je ne peux pas aller attaquer les grandes banques et tout ça pour faire du conseil. Non. Donc, d'abord, j'allais aller avec la formation et tout ça. Mais la formation, on ne peut pas se faire dans la rue et tout ça. Il faut forcément un local. Donc, il fallait déjà du capital. Ensuite, un personnel. Parce que seul, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas en même temps chercher des marchés et puis en même temps être secrétaire, tout à la fois. Mais c'est ça le rôle. Effectivement, mais forcément, il me fallait à un moment donné, ouais, former une petite équipe et tout ça. Et puis, troisième difficulté, je peux parler de une petite expérience malencontreuse. J'ai fait confiance à quelqu'un qui a failli me faire couler. D'accord. Voilà, puisque je n'avais pas de capital au début, donc j'ai essayé de m'associer avec quelqu'un, aller en coworking. En coworking, donc il avait son entreprise, moi aussi j'avais la mienne. On se louait, c'est-à-dire un appartement. Et à la fin, ça a failli me créer des problèmes. Comment ça? Oui, parce que je lui remettais l'argent pour payer le loyer. Il ne payait pas le loyer. Il ne payait pas. En fait, c'était un appartement de sa grande sœur. D'accord. Voilà. Au début, une fois qu'il a annoncé que je veux prendre pour pouvoir faire une entreprise, tout ça, elle avait dit même que la caution, ce n'était pas la peine. Donc, elle vous a arrangé. Voilà, mais lui, il est venu me dire qu'il y avait la caution. Voilà. Donc, je ne savais pas, il a donné tout ça. Et en plus, il ne payait pas le loyer, Donc, après 3-4 mois, la femme est venue nous virer. Donc, ça fait que j'ai dégringolé, c'est-à-dire en gré. Là, je me suis retrouvé à Yopougon. D'accord. Voilà, donc c'était vraiment compliqué. Ça a duré combien de temps cette période-là? 4 mois à la maison. Ok. Avant de reprendre. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Est-ce que tu t'es dit, putain, merde, je commence mon truc. Est-ce que ça avait déjà pris pendant ces 4 mois-là? Bon, pris, non. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire c'était encore en phase embryonnaire. Tu cherchais, essayer de voir un peu, voilà, essayer de me cogner la tête, me relever et tout ça. D'accord. C'était pas facile. Ok. Donc pendant 4 mois, c'est... À la maison, je réfléchissais. Pas parce que je ne peux pas tuer le travail, attention. Parce que j'avais plein d'aînés qui m'ont contacté, j'avais des CDD, tout ça. Mais je me suis dit que c'est encore possible. Tu avais goûté à l'entrepreneuriat. Voilà, j'avais goûté à ça. Je me suis dit que je vais tout faire pour redémarrer. C'est ça un peu éventuellement le piège de l'entrepreneuriat. Même si je pense qu'ici, nous, Noirs, Africains, on devrait tous quasiment avoir... Les gens appellent ça un gombo. Les autres appellent ça entrepreneur, tu as ton second truc et tout. Je pense que réellement, il faudrait avoir ça puisque le marché de l'emploi est saturé, ou en tout cas... Et quasiment. Même s'il y avait tout le monde qui avait un job, il y aurait beaucoup de gens qui seraient encore sans emploi. C'est très concrètement. Forcément. Donc, avoir sa chose à soi, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, après, comment dirais-je, goûter, c'est à double tranchant parce que quand tu goûtes à la liberté, là, c'est difficile d'avoir quelqu'un derrière où tu vas postuler pour un emploi et qui va te dire de faire telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, sauf que bon, tu as goûté à cette liberté, à être un leader, autonome et tout ça. Ça va être compliqué de se dire, ok, même si tu as tes diplômes, tu es qualifié pour les jobs qu'on peut se proposer. Moi, je comprends le fait que tu dis, attends, je vais encore réfléchir un peu. Quoi. Un peu ça, mais aussi le fait que j'avais fini par trouver un associé qui a investi dans le projet. Donc, quand j'ai regardé le petit capital que j'ai investi, je me suis dit qu'il ne faudrait pas que ça tombe à l'eau. D'accord. Donc, il fallait aller jusqu'au bout. Voilà. Et pour moi, j'ai entrepris par vocation. C'est pas passion. Voilà. C'est pas parce que je n'avais pas du boulot et tout ça. Je suis ingénieur de l'INPHB et tout le monde le sait. Quand tu dis ingénieur, exactement ingénieur financier. Financier, ok. Finance. Quelle partie de la finance exactement? Finance d'entreprise. D'accord. Finance d'entreprise, également la bourse. Ok. Voilà. Tu fais du trading? Oui, juste un peu. Voilà. Juste un peu, ok. Ok, ça marche. Voilà. Donc, pas parce qu'on ne peut pas trouver du travail, mais je me suis dit que c'est une vocation, c'est un métier, tout comme les autres. Voilà, donc c'est un chemin de non-retour. Voilà, il ne faudrait pas que, à cause d'une petite difficulté, je tremble et que j'abandonne. Ça ne sert à rien. Parce que pour quelqu'un qui veut être grand demain, qui a de grandes ambitions, ce n'est pas à cause de ça que je vais abandonner. À quoi tu te raccrochais pendant cette période-là? Même si, effectivement, peut-être mentalement, tu étais fort, mais est-ce que tu lisais des livres ou est-ce qu'il y a des gens tu priais beaucoup? À la prière, parce que dans cette histoire d'entrepreneuriat, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup s'accrocher.
voilà, à ton Dieu, si tu veux avancer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, souvent qui sont inexpliquées. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Parce que quand tu commences à entreprendre, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'un entrepreneur est au-dessus d'un salarié. Voilà, parce que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Voilà. Mais quand tu es entrepreneur, quand tu as ton entreprise et tout ça, les gens t'envient. Voilà, il y a beaucoup qui t'envient et tout ça. Donc, et ceux qui t'envient ne savent pas les difficultés qu'il y a derrière. Oui, effectivement, mais on est en Afrique, on se dit que il veut dire quoi? Parce que moi, il y a reçu beaucoup de plein de critiques. Hein. Il veut dire il est DG et tout ça. Il est DG à son âge et tout ça. C'est compliqué. En Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué partout. Très, très. Non, sérieusement, c'est compliqué partout. Et encore plus, les entrepreneurs, je le dis souvent, les gens ne savent pas à quel point tu es seul. Effectivement. Tu souffres, tu réfléchis, tout ça, mais on te voit. On pense que tu es milliardaire, on pense que. Alors que derrière, ça dit la face cachée de l'iceberg, on ne voit pas. Absolument. On voit le fait que peut-être tu as acheté une voiture, on se dit, mais ça marche bien chez lui et tout ça, alors que ce sont des nuits blanches que tu passes, tu réfléchis et tout ça. Il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup d'efforts, de sacrifices, jusqu'à ce que l'entreprise soit stable, jusqu'à ce que les fondements soient bien posés. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts à faire. Alors, tu me disais, tu te raccroches à la prière. Est-ce que tu penses que c'est un test du créateur? En quelque sorte, parce que quand Dieu veut t'élever, il t'éprouve. Voilà, quand Dieu veut t'élever, tu vas forcément passer par des difficultés. Parce que si tout était rose, je pense que tout le monde allait être entrepreneur. Voilà, et quand Dieu veut te bénir, il y a forcément des épreuves qui te font passer. Forcément. D'accord. Voilà. Je l'entends, ça, ce que tu dis, et, c'est très cohérent pour moi. Mais la manière dont je pense que certaines personnes perçoivent cela n'est pas forcément la bonne. Là, je pense uniquement que, au-delà du créateur qui veut effectivement te donner des bénédictions, je pense que c'est normal. Oui. Comme je dis, je viens d'être nouveau papa. Mes enfants, ils essaient de marcher là, ils essaient de se mettre à quatre pattes, ils n'arrêtent pas de tomber. Donc, si tu veux arriver effectivement à maîtriser ton art, ne serait-ce que marcher comme un enfant, tu vas beaucoup tomber. Donc, c'est totalement naturel, tu vois. Effectivement. Non, mais il faut dire que pour quelqu'un qui est vraiment, vraiment croyant, tout est spirituel avant d'être physique. Absolument. Mais moi, je n'ai jamais transformé ma paresse en prière. Ok, voilà, je n'ai jamais dit que, attention, parce que je suis confronté à des problèmes, donc je vais passer tout mon temps à prier. Non. Les deux vont de pair. Je travaille dur, mais également, il faudrait que tu puisses confier tout ce que tu fais à Dieu, parce qu'on ne sait jamais. Ok. Voilà. Après les 4 mois de confinement. Ah oui. De réflexion. Et tout ça, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il fallait redémarrer. Là, je ne pouvais plus aller vers mon associé pour lui dire que, attention, les choses vont mal. Donc, j'étais obligé moi-même, de pouvoir mobiliser des fonds. Alors là, je me demande comment faire. Je n'ai pas de tonton, de tanti et tout ça. Comment je vais faire? Prendre encore un autre associé et tout ça, c'est pas trop conseillé vu que je ne faisais pas encore de chiffre d'affaires et tout ça. Voilà, pour qu'à la fin de l'année, ils puissent percevoir des dividendes et tout. Donc, il fallait trouver une solution. Alors, je me suis dit, bon, pour rentrer à l'IMPHB, c'est très compliqué. Alors, il y a un concours qui est sélectif. Et les tests qu'on donne sont les tests psychotechniques et tout ça, que les élèves de terminale ne maîtrisent pas. D'accord. Souvent, c'est nouveau, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, pourquoi ne pas faire une formation pour aider ces étudiants, ces élèves-là à pouvoir entrer à l'IMPHB? D'accord. Donc, j'ai été le premier à faire cette initiative-là, c'est-à-dire à encadrer, à former tous les bacheliers. Bon, je peux dire la majorité des bacheliers qui veulent entrer à l'IMPHB, qui veulent découvrir ces tests-là avant d'aller affronter les épreuves. Yes. Donc, j'ai initié ça et par la grâce de Dieu, ça a pris. Donc, tu as créé une formation. Ça t'a pris combien de temps pour mettre en place cette formation? 2 à 3 semaines. Avant qu'on lance le concours, juste planifier. Tu faisais payer chaque élève? Oui, effectivement. C'était combien? 10 000 francs. Voilà. Et il y a eu combien d'élèves? Beaucoup, 150. Donc, j'allais ici à 1,5 million. 1,5 million. Donc, avec les 1,5 million, j'ai pu redémarrer mes activités. Yes. Voilà. Donc, tu as 1,5 million. Les élèves que tu as formés, quel est le taux de pourcentage? Beaucoup. La première année, on partait vers 70%.
70% de réussite. Voilà, 70% de réussite. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont échoué, mais il y avait quand même beaucoup qui sont rentrés. Jusqu'à présent, beaucoup m'appellent. Il y a plein qui sont sortis là maintenant, qui sont ingénieurs et tout ça. Yes, ok. Ça fait plaisir. Effectivement. Ça. Donc, avec ce capital-là, là, tu relances ton cabinet? Oui, je relance, mais pas à Cocody. D'accord. Voilà, donc, j'ai été obligé de partir à Yopougon, prendre un magasin, à peu près comme ça. Voilà, où j'ai aménagé, j'ai bien décoré et tout ça avec un split. Voilà, mais c'était pas trop ça. C'est pas ce que tu voulais. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Et puis, c'était mal perçu au niveau des clients. Par rapport à la localisation? Voilà, c'est un peu psychologique. Parce que quand tu appelles, que tu dis tu es à Yopougon, même si tu es dans une villa, 4 pièces, 5 pièces, les gens vont préférer venir ici. Voilà, quand tu dis à Cocody et tout ça. Donc, c'était, une fois que j'appelle, on dit, mais vous êtes situé où? Quand tu dis Yopougon, on dit, bon, d'accord, on vous rappelle. Voilà. Donc, vraiment, je sentais qu'à chaque fois, c'était parce que, voilà, c'était situé à Yopougon. Là où tu étais, il n'y avait que toi, entre guillemets, cabinet de conseil, il n'y avait pas d'autres comptables, ce genre de choses aux alentours? Aux alentours? Ouais, si, à Yopougon. À Yopougon, si, au fait, il y en a. Mais seulement que c'est pas facile. Voilà, surtout que je faisais la formation et les gens se disent, bon, allez se faire former à Yopougon et puis se faire former à Cocody. Bon, enfin, c'est un complexe que les gens ont, c'est psychologique. Okay. Fait. Même si tu as une seule pièce ici, que tu fais ta formation, tu auras du monde par rapport à si tu étais à Yopougon. En plus de ça, il faut dire qu'avec l'embouteillage, c'est compliqué. Voilà, parce que les gens ont peur de rentrer à Yopougon, les embouteillages et tout ça. Et le cabinet n'était pas bien situé. Il était à côté d'un marché. Voilà, parce qu'avec le budget là, je ne peux pas me permettre de prendre 2 pièces, 3 pièces. Donc c'était compliqué encore. Compliqué. Donc voilà. Période Yopougon, ça dure combien de temps? Octobre 2017. Et puis je suis arrivé ici en septembre 2019. Je crois. Oui. Ok, pendant 2 ans, tu étais à Yopougon, tu t'es battu à Yopougon. Voilà. 2 ans, il y a du grouiller. Pendant ce temps, je cotisais, j'épargnais parce qu'il me dit que si je veux aller loin, il fallait que je vienne à Cocody. D'accord. Voilà, prendre un appartement ici, pouvoir me lancer. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on est à Cocody? C'est possible, oui. Là, ils sont deux plateaux. Dans une 4 pièces, je pense que. Ok. Voilà. Ok. Donc, rappelle-moi le nom de ton cabinet. Nolé Consulting et Expertise, abrégé NCE. NCE, ok. Qu'est-ce que vous proposez? Beaucoup de choses. On a d'abord les formations. Formation en anglais, informatique, ce qui est logiciel de gestion. Qui vous contacte pour ces formations en anglais? En anglais, beaucoup de personnes, des professionnels, et puis des étudiants également. D'accord. Voilà. Également, on fait des formations en ligne où on a beaucoup de personnes qui nous contactent. Maroc, Tunisie, Niger, Qatar, voilà, en ligne, on le fait. Oui. D'accord, ok. Formation. En plus de la formation, tout ce qui est Excel, tout ça, la comptabilité, la finance, on fait également le conseil. Donc, on fait la comptabilité pour les entreprises, donc des PME qui externalisent tout ce qui est comptabilité. Au lieu de prendre un comptable, on peut faire un cabinet comptable pour gérer. Oui. Voilà, donc ça revient moins cher. En plus de ça, on fait la gestion de projet. Donc, on accompagne les promoteurs de projets qui veulent investir, qui ont de l'argent, mais qui se demandent, mais est-ce que si j'investis dans telle activité, est-ce que ça va marcher? Donc, ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin d'un cabinet pour monter le business plan, voilà, afin de pouvoir minimiser les risques. D'accord. Voilà, quand il faut investir. Comment je reviens à l'anglais, après on va passer sur les autres. Comment tu as appris l'anglais? Je pense que chaque jour, je dis à mes apprenants, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, en Angleterre, pour apprendre l'anglais. Je suis d'accord à 2000% avec toi. Voilà, c'est une langue vivante. D'abord, tout part de la volonté. Et puis, il faut aimer la chose. Donc, moi, j'ai appris l'anglais en étant ici. Voilà, déjà, je partais au club d'anglais et tout ça, voilà, sur le campus là-bas. Je fouillais. Et puis, je pense que il faut parler, il faut faire des erreurs. Et puis, au fur et à mesure, tout courir et tout ça. D'accord. Et puis, ça passe. Ok. Comment vous faites pour votre e-learning et tout? Comment c'est structuré ici? WhatsApp et Zoom. Vous utilisez WhatsApp et Zoom? Voilà, WhatsApp et Zoom et tout ça. C'est pas tellement sophistiqué en tant que tel, pas comme s'il y a une application et tout ça. Mais ça arrive petit à petit, mais pour le moment, on se débrouille avec Zoom. On fait ça sous forme de vidéoconférence. Et puis également WhatsApp. Voilà. Donc ça se passe comment? Vous êtes en groupe sur Zoom? Oui. Vous êtes en groupe? D'accord, et chacun s'exprime? Chacun s'exprime, chacun parle et tout ça, pour travailler plus le speaking. Le speaking, listening. Ok, ça marche.
D'accord. C'est quoi les ambitions pour NCE là? Devenir une multinationale. Okay. Bien sûr, voilà, une multinationale. Déjà, avant la crise sanitaire, j'avais signalé un peu 3 pays. Voilà, le Burkina, le Bénin et puis le Togo. D'accord. Juste voir un peu comment est-ce qu'on pourrait délocaliser NCE. Voilà, c'est-à-dire implanter une stratégie de développement. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certains besoins là-bas qui sont exprimés et que NCE pourrait apporter des solutions. Voilà, surtout au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes, voilà, qui sortent de l'école, qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont reçu une formation très théorique et souvent pas actualisée. Donc, quand ils sortent, pour trouver même un stage, c'est compliqué. Voilà, pour trouver un stage pratique où ils vont apprendre et non pas devenir des coursiers, aller charger des bouteilles de gaz et tout ça, c'est compliqué. Ils vont mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, j'ai vu que ce besoin-là s'exprimait un peu dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, lorsque je suis allé faire les études de marché, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Alors, est-ce que tu as un réseau d'entreprises sur lesquelles tu peux les envoyer, tu peux les diriger pour faire leur stage et tout ça? Un réseau? Non, au fait, c'est que moi je fais ici, je fais en sorte que ces étudiants-là soient capables eux-mêmes de pouvoir trouver leur emploi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire je ne fais pas un placement direct pour dire viens, va ici. Non, non. Mais je te donne les rudiments qu'il faut, tout ce qu'il faut pour que tu sois capable de pouvoir trouver un emploi. Alors, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse parce que effectivement, par exemple sur LinkedIn, c'est là où on s'est connus. Oui. Je vois que beaucoup de personnes, en tout cas, indiquent qu'effectivement, quand elles reçoivent des CV, ce genre de choses, c'est pas terriblement fait. Alors que ce sont potentiellement des étudiants qui font des études et tout ça. Et je m'interroge, mais comment ça c'est quoi le problème? En fait, il faut dire que la situation est alarmante. Voilà, parce que moi, il y a toujours dit qu'en Afrique francophone, on n'a pas un système éducatif. Voilà, on a un système de scolarisation. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai fait une interview avec un monsieur qui s'appelle Fréjus Zamblé. Je ne sais pas si tu le connais, peut-être. J'ai déjà entendu le nom. C'est toi? Oui. Je t'en prie. Je te dis, Frédéric Zamblé qui disait la même chose que toi. On n'a pas un système éducatif, on a un système de ce que tu as dit, scolarisation. Effectivement. Je suis perdu quand à chaque fois vous dites ça. Oui, au fait, c'est quoi la différence? Un système éducatif, c'est un système... Si tu éteins, c'est pas mieux. Ou t'as pas le mode avion? Alors, excusez-moi. Je t'en prie. C'est quoi la différence? Un système éducatif, c'est un système qui prend en compte les réalités des entreprises, c'est-à-dire les besoins du marché. D'accord. On ne forme pas pour former. Voilà, parce que quand aujourd'hui on constate que les gens font toujours la révolution industrielle. Il n'y a plus d'actualité. Voilà, bon, vraiment, pourquoi parler de la révolution industrielle alors qu'il y a des entreprises qui font face à des problèmes qu'il faut résoudre, au fait, à des problématiques. Mais on ne parle de révolution industrielle et tout ça. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas adaptées et tout. Donc, c'est ça le système de scolarisation. On va à l'école pour aller à l'école, c'est-à-dire on va à l'école pour acquérir des diplômes. Alors que les diplômes ne définissent pas directement les compétences. Dans le système anglophone, on mise plutôt sur les compétences par rapport aux diplômes. Quand tu vas faire un entretien, on te demande quelles sont tes compétences. Ici, quand tu viens, on te demande quels sont tes diplômes. Alors que tu peux avoir un master, mais tu ne connais rien en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants, même pour rédiger un CV, Word, Excel, tout ça, les BABA, mais c'est compliqué. Word, même souvent, c'est pas possible. Pour saisir un test. D'accord. Tu sais, c'est important pour moi de savoir ça parce que réellement, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible. Juste utiliser Word, je me dis, ah bon? Quand j'entends qu'il y a des formations Word, je me dis, mais c'est pas possible. Effectivement, parce que ce sont des choses qui étaient supposées déjà être vues à l'école, maîtrisées. Mais souvent, en informatique, ils sont 5
ça dit 5 ou 6 sur un ordinateur. D'accord. Et souvent, ce n'est pas eux tous qui arrivent à manipuler. Voilà, ils suivent ou ils copient dans le cahier Excel, c'est un tableur, une application, mais ils ne font pas la pratique, ils ne tapent pas tout ça. Et puis, normalement, un élève qui est en terminale, qui arrive en terminale, devrait avoir un ordinateur. Normalement, si on était dans un pays assez développé, normalement, seconde même. Alors, mais ici, ça reste un objet de luxe, avoir un ordinateur, tout ça. Donc, ça fait que après le bac, ils vont à l'université ou dans les grandes écoles, ils n'ont toujours pas d'ordinateur. Donc, pour te saisir un test de 5 lignes, il peut te prendre 30 à 45 minutes. Ok. Voilà. Ok. C'est fou parce que, vu de l'extérieur, quand j'ai vu de l'extérieur parce que je viens d'arriver, ça me surprend parce que c'est pas ce que je pensais du système scolaire. Et je me dis jamais, effectivement, c'est véritablement un luxe qu'on a quand on est à l'extérieur de pouvoir se dire, ok, on va à la bibliothèque, il y a un ordinateur, même à la maison, j'ai un ordinateur, machin et tout. Ok, ça marche. Donc, formation, anglais. Revenons à mon sujet du début. D'accord. Parce que mon sujet du début, je te disais le poste des 2 personnes qui avaient fait... qui parlait du sujet du sugar daddy ou peu importe, hein, ça c'est ce sujet-là à l'instant T, mais il y a d'autres postes qui viennent où les jeunes, comme les moins jeunes. Avant de venir à ça, pourquoi tout le monde est là, les jeunes? Oui, mais parce que... Pourquoi vous focalisez? Parce que je dis ça, parce que je vois que tout le monde se focalise sur les jeunes, pourquoi pas? Et même, il y a les femmes. Et je me dis, mais c'est très bizarre pour en revenir sur les jeunes, parce que ces jeunes-là dont vous parlez, ce sont leurs parents qui les ont éduqués. Donc, nous qui sommes extérieurs, qui voulons éventuellement les aider, donc toi, si vous voulez parler uniquement à ces jeunes-là, vous oubliez que derrière, ils sont quasiment 24 sur 24 avec les gens qui les ont mis dans cette position-là. Non, en fait, je pense que c'est vrai que souvent... À quelques exceptions près, on dira que les parents ont démissionné et tout ça. Mais avec la technologie, il faut dire que les parents ne peuvent pas tout contrôler. Un parent peut bien t'éduquer, mais quand tu sors, tu as un iPhone ou bien tu as un portable Android. Mais c'est qui lui a donné? Mais c'est pas forcément les parents. Hein. Souvent, oui, c'est pas forcément les parents. Même si c'est pas les... Attends, même si les parents ne lui ont pas donné, les parents voient qu'il a un iPhone ou un Android. Ben, on se dit qu'aujourd'hui, sur une nouvelle technologie, on ne peut rien faire sans iPhone, sans portable et tout. Je ne dis pas le contraire. Moi, je suis partie prenante pour te donner iPhone, Android, j'ai aucun souci avec ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on dise, OK, c'est la technologie, donc iPhone ou Facebook ou Instagram, qui fait que ton enfant devient comme ça, alors que toi-même, tu as laissé cela. Parce que c'est toi qui contrôles ton enfant. Parce que dans la même logique que si ton enfant réussit, il y a beaucoup d'argent, tu vas être là réclamé en disant ouais, c'est mon enfant, c'est moi qui ai fait ça. Mais quand ça ne va pas terriblement, tu dis c'est l'extérieur. Donc moi j'ai un problème avec ça. Non, mais au fait, on ne peut pas, actuellement, on ne peut pas restreindre ce genre de choses au fait. Non, ma question n'est pas de restreindre. Ma question c'est la responsabilité des parents. Parce que quand vous êtes là en train de dire les jeunes, au lieu de vous poser sur forcément les parents et tout ça. Ils ont des parents. Oui, mais les parents peut-être à la base ont dû faire leur travail. Les parents ont fait. Par exemple, moi, j'ai été éduqué par mon père. Ouais. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ouais. Mais je pouvais devenir autre chose. Absolument. Si j'avais moi-même choisi, je pouvais devenir autre chose. Oui, d'accord. Voilà. Donc, après, c'est l'enfant lui-même qui fait le choix de devenir ce qu'il veut. Hein. Voilà. C'est vrai que les parents vont bien t'éduquer, tout ça. Mais par derrière, lorsque l'enfant sort, il y a aussi l'entourage, il y a aussi les amis et tout ça, il y a l'influence extérieure et tout. Voilà, parce que même si tu n'as pas un portable Android, on t'a acheté un petit portable, mais quand tu sors, tu es avec ta camarade ou bien ton camarade qui a un portable, il y a beaucoup de choses que vous faites sur le portable, vous partez sur Facebook et tout ça. Donc, mais le parent, il est à la maison, il ne voit pas. Lorsque l'enfant rentre, il voit l'enfant qui est bien droit et tout ça, mais dehors, l'enfant est influencé et tout. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Même si à la base, on a donné une bonne éducation. Je ne sais pas si vous avez donné une bonne éducation. Non, sérieusement, je pense que c'est un sujet qui est délicat, même si j'ai envie de me lancer dedans. Je suis nouveau. Parce que moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, à l'âge que ces jeunes-là vont sur les réseaux sociaux et tout,
ils découvrent la vie, ils font leurs bêtises comme ils doivent les faire. Donc ça m'est difficile à moi de leur reprocher quelque chose que potentiellement à même âge j'aurais fait en fait. Quand tu découvres la vie, effectivement, tu deviens un peu rebelle par rapport aux restrictions que tes parents te donnent et tout ça. Mais j'ai du mal avec un peu cette chape de plomb qu'on met sur les jeunes. C'est ça mon truc. En même temps, je comprends votre position parce que tous tes postes, quasiment les postes que moi j'ai vus, ça encourage à ne pas lâcher l'affaire, à affronter les difficultés et tout. Et c'est lié effectivement avec toi, ton parcours. Mais je me dis aussi que certains de tes postes, quand je suis chez un jeune, je me dis ah mince, il fait chier lui. Tu vois. Effectivement. Non, mais je pense que les jeunes devraient accepter parce que l'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse. À une jeunesse qui est bien éduquée, qui est bien formée et qui est bien informée. Voilà. D'accord. Donc, on ne peut pas, moi, actuellement où je suis, on ne peut pas dire encore mes parents, non. Absolument. Mes parents font ce qu'ils doivent faire. On va définir jeune. Quand tu dis jeune, c'est quel âge? Parce que peut-être qu'on n'a pas le même âge. Peut-être à partir de 17 ans. D'accord. À 40 ans, 45 ans. Voilà. D'accord, c'est 45 ans, c'est jeune. Ok. Oui, d'accord. 45 ans. D'accord, ok. 40, 45 ans, hein, on peut considérer encore jeune. D'accord, ok. Écoute, pour vous, parce que moi, je suis, on va dire, dans la pub. Marketing, pub et tout ça. Mais business stratégie. Et quand je vois, comment on appelle ça, les posts de diverses personnes, ce qui m'intéresse, c'est les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui regardent quasiment pas la télé, hormis peut-être Novella, c'est une drogue. Mais c'est les commentaires que je regarde par rapport à ce qui a été posté, par rapport au contenu qui a été posté. Et quand je vois les commentaires, je me dis que soit effectivement, je me dis que beaucoup ne sont pas en phase avec la réalité dans laquelle on est. Effectivement. Quand je dis beaucoup ne sont pas en phase, je parle de celui qui a posté. Et en particulier, je parle de toi. Parce que, est-ce que tu as regardé les commentaires qu'ont laissé ces personnes-là quand ils ont regardé le direct jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, pendant les 3 heures 23 heures. Est-ce que tu as regardé les commentaires qu'ils ont laissés? C'était mitigé, au fait. Mais j'ai remarqué que beaucoup étaient pour. C'est-à-dire, voilà, beaucoup disaient pourquoi est-ce que moi, on va dire que c'est pas bon et tout ça. Que... Non, oui, je ne parle pas de ton post à toi. Je parle du post que toi, tu as commenté. Que tu as commenté l'analyse que tu as faite par rapport à ce direct-là. Je parle des commentaires qui ont été laissés dans le direct des personnes-là. Est-ce que tu as vu ce que les jeunes... Non. C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que moi, je regarde quasiment uniquement le commentaire et non pas forcément le contenu. Parce que uniquement avec le titre, ok, je sais de quoi il parle, donc je n'ai pas forcément besoin d'écouter, j'ai ma propre logique sur cela et je regarde ce que les gens commentent. Et quasi la majorité des personnes qui ont commenté étaient là à dire non, c'est pas normal. Je dirais qu'ils allaient dans ton sens, on va dire moral. Toi, ce qui te dérange visiblement, c'est le fait qu'ils aient regardé ce truc-là. Mais c'est un sujet de société. Non, c'est le fait qu'ils dédient. S'ils avaient mis ça sur la RTI, qu'est-ce que tu aurais dit? Sur la RTI? Ouais. Non, mais si on met ça sur la RTI, et puis d'ailleurs même, aujourd'hui, c'est pas tout ce qui passe à la RTI qui est bon. S'ils avaient mis ça sur la RTI au journal. Voilà, au journal. Ouais. Pas forcément ce qui passe au journal qui est bon. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a un post que je viens de faire. Voilà, le dernier post que j'ai fait. Voilà, aujourd'hui, quand tu te joues un peu les ridicules, voilà, tu passes à la RTI. Donc, c'est pas ce qui passe à la RTI qui est éducatif. Alors, parlons de ça. Parce que je pense que les personnes comme toi qui font des choses constructives loupent le coche sur cela. Les personnes qui font des trucs, comme tu dis, ridicules, ou peut-être des artistes ou des pseudo-artistes que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui sont invités sur les différents médias. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Je pense que rien du tout. Okay. Voilà, rien du tout seulement. Ils ont une chose de plus que vous, c'est qu'ils utilisent les réseaux sociaux. Dans quel sens? Ils les utilisent. Tout simplement. Quand toi, tu postes, tu es maître de ce que tu postes, ce qui est naturel.
Et la majorité des choses que tu postes, c'est lié entrepreneuriat, business, éducation naturelle. Les gens, ou en tout cas beaucoup des jeunes que potentiellement que tu veux aider, ils sont intéressés par ça. Mais il est très difficile de moi venir te voir jeune si dès que je veux te voir, tu commences à me réprimander. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que la vie est tellement difficile partout dans le monde, réellement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. La télé, je parle réellement de la télé, je ne parle pas des réseaux sociaux, masque un peu cette difficulté-là. Quand on voit un artiste qui est ça, peut-être parce qu'il a des millions de followers, ça ne suit pas avec le compte en banque forcément. Il faut bien comprendre cela. Voilà. Donc les mecs qui font des trucs ridicules et tout, la seule chose qu'ils essaient, puisque c'est la nouvelle monnaie, c'est l'attention, attirer l'attention. Donc si toi, tu postes régulièrement sur leur réseau en communiquant comme ils communiquent, et il y a un gars, c'est la deuxième fois que je vais le citer parce que je pense que c'est... ils sont deux. Il y en a un qui est décédé, on va dire c'est Arafat, et l'autre c'est Makosso. Volontairement ou involontairement, ils ont compris comment les gens fonctionnent sur ces réseaux-là. Et ils balancent, eux, ce qu'ils veulent balancer pour proposer leur programme à eux. Vous, qui faites des trucs super constructifs et dont il y a un réel besoin, si vous arrivez à communiquer dans le langage de ces jeunes-là et à communiquer de manière constante et pas uniquement photo, pas uniquement écrit. Et en plus, c'est encore plus en Afrique ici. Plus de vidéos. Parce que la majorité des gens, ils font des vidéos. Les gens, plus de vidéos, en restant naturel. Je vous garantis, en étant constant, je suis sûr et certain, je pourrais mettre ma main à couper qu'il y aura beaucoup plus de monde qui vous suivront que potentiellement des artistes et tout. Moi, je pense qu'on a besoin de ces artistes-là, de se divertir. Je pense que c'est juste, en termes de balance, l'équilibre n'est pas bon. Trop de divertissement, pas forcément assez de choses constructives qui pourraient te faire avancer, et notamment du côté financier. Mais si des gens comme toi, moi aussi je m'inclus dedans, et d'autres personnes qui font du business et tout, se montraient, ton parcours il est excellent, parce que la majorité des gens vivent ce que tu as vécu, les difficultés, aller à la fac, voir le ventre creux et tout ça. Si vous montrez plus sur les réseaux sociaux, véritablement en vidéo, je pense que tu aurais beaucoup plus de gens qui seraient admiratifs et qui voudraient faire ce que tu es en train de faire. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est pas cool. Les difficultés qu'il y a, comme on reste seul, on se prend la tête, au-delà de se prendre la tête, en plus tu as des employés maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui dépendent de toi et tout ça. C'est pas cool. Et tous les jours, tu es en train de gérer des situations compliquées et tout, c'est pas cool. Mais si, parce que tu restes propre, parle bien, la barbe taillée et tout. Si tu arrives à montrer ça, ça peut devenir sexy pour certaines personnes parce qu'elles ne savent pas comment faire et tout. Et beaucoup de jeunes iront dans cela. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans l'entrepreneuriat, de voir des entrepreneurs et tout, malgré des... je me dis, ah bon? Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est pas une leçon, mais je me dis, putain, on loupe le coche à peut-être beaucoup appuyer sur leur tête au lieu de dire, ok, je comprends que c'est n'importe quoi qu'ils font, mais je vais essayer de leur parler autrement. Essayer de... Bon. Et pour les personnes qui sont spirituelles comme toi, bon, peu importe le prophète que tu suis, quand il allait voir sa communauté, il n'était pas en train de leur enfoncer la tête. Il essayait de les motiver. Effectivement. En fait, cette histoire, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus parce qu'il y a des personnes même qui sont au chômage. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage, mais qui vont trouver de l'argent, 15 000, 20 000 francs, pour aller regarder un concert. Je suis d'accord avec toi. Ou bien aller regarder une blague, ils vont applaudir, bonjour, ils vont rire et tout ça. Ouais. Mais quand tu vas dire formation, comment rédiger un CV et une lettre de motivation percutant qui va te donner un emploi, il n'a pas l'argent. Je suis d'accord avec toi à 2 millions de pourcents. Je vais te dire, c'est même pas une question compliquée. C'est là où je parlais de comprendre ce que ces gars-là expriment. On n'a pas changé véritablement, nous les hommes. Quand je dis les hommes avec un grand H, c'est hommes et femmes. On n'a pas véritablement changé. C'est qu'ils vont... Il y a plein de gens qui savent chanter, qui chantent bien. Tu passes au maquis, des fois, il y a des gars qui chantent bien. Mais personne ne va payer 10 000 francs pour aller les voir ou 15 000 francs pour aller les voir.
Il y a des gens qui font des sacs qui sont propres quand tu les vois. Mais personne ne va dépenser 500 000 francs dans ce sac-là parce qu'il n'y a rien du tout. Ils vont voir des marques, ils consomment des marques. Et aussi curieux que ça puisse paraître, nous, êtres humains, il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques que l'on fait. Effectivement. Donc, tu as du mal à joindre les deux bouts, mais effectivement, tu vas potentiellement mettre ton argent dans un Louis Vuitton ou dans un iPhone ou dans un truc. Pour paraître... Tu as du mal à un truc, mais tu vas aller dans le concert de telle ou telle personne. Mais si toi, Nelson Nolé, tu es aussi présent, comme je dis, sur les réseaux, et l'avantage que tu as, c'est qu'au-delà de divertir, tu résous les problèmes des gens. Si tu es beaucoup plus présent et que les gens te suivent, tu vas être une rockstar dans ce que tu fais et tu seras la référence de ce que tu fais. Si tu réussis à faire ça, tu deviens la rockstar. Et peu importe le prix que tu vas marquer, conseil, 100 000, juste pour me voir pendant 10 minutes, les mecs ils vont payer pour venir te voir. C'est ça. Si nous, je m'englobe dedans, personnes qui faisons des choses constructives, on réussit à transitionner ce que l'on fait pour les gens que l'on veut aider, on gagne. Et naturellement, ton vœu de voir une Afrique qui monte, plutôt au lieu de stagner, va se transformer. Et je suis persuadé. Mais il faut que nous-mêmes, on utilise les outils qu'ils utilisent. Effectivement. Et comme je dis, c'est pas un combat avec des artistes ou des gens qui font n'importe quoi. Le jeune qui a fait le robot, j'ai oublié comment on appelle ça, il s'est sortait de sa douche avec du savon. Ah oui, de Goutigi. Voilà, exactement. Moi, ça m'a fait rire de voir sa tête et tout. Et je comprends pourquoi les marques vont le voir. Je comprends pourquoi des politiciens vont le voir. Ils s'accrochent à lui parce que il attire l'attention. Les gens sont... C'est tout. Et si tu réussis à faire ça, n'importe quel ministre, marque voudra s'associer avec toi. C'est ça le jeu. Nous, on pense qu'il faut aller dire au ministre, ouais, donne-moi de l'argent pour faire un truc. Non, c'est pas comme ça que le jeu se passe. Fais en sorte que les gens soient attirés par toi parce que tu deviens influenceur. Et là, je viendrai te voir. Et tu n'es pas obligé de le faire dans la comédie, parce que tout le monde n'est pas comédien. Tu n'es pas obligé de le faire dans le foot, il y en a qui tout le monde veut. Mais tu peux le faire dans toi, ce que tu fais. Effectivement. C'est ça ce que je veux dire. Et là, ici, à ce niveau-là, ça prend plus de temps et c'est encore plus compliqué que les autres, effectivement. Parce que quelqu'un qui veut influencer, attirer de l'attention, qui joue la comédie, et tout ça, qui veut les gens, on s'abonne facilement par rapport à quelqu'un qui... Réellement, je suis partagé par rapport à ça. Je dis, c'est juste une question de consistance. Go Michel, parce que ça fait au moins 30 ou 40 ans qu'il est en train de... 30 ans et quelques... Et voilà. 32. Personnel, Arafat, bon, il est né dedans, sa maman était chanteuse, tout ça. Voilà, tu peux ne pas aimer sa musique, c'est totalement... comment ça s'appelle subjectif, la musique. Tu peux aimer le son de trucs, comme tu peux ne pas aimer le son de trucs. C'est totalement subjectif. Mais le fait qu'il arrive à ce niveau-là, tu peux dire, oh, il a eu des gars qui l'ont truc. Oh, à un moment donné, il y a la réalité, c'est-à-dire le consommateur final. Il peut être influencé, mais si les gars, ils écoutent, tu vois, ta téléphone, radio et tout ça, bon, ça veut dire que quand même, le gars, bon, il y a quelque chose qu'il fait. Et ça a pris du temps. Toi, ton parcours, je dirais que ton histoire sera tout aussi belle, dans le sens où, par où tu es passé, pour arriver jusqu'à où tu en es, et aujourd'hui, tu arrives à aider des gens. Imagine-toi à ta mort. Imagine-toi à ta mort, les gens qui viendront pendant la cérémonie. Et imagine-toi, ce sont les 10 000, les 20 000 personnes que tu as aidées. Mon gars, ton nom reste dans l'histoire pour tout le temps. Tu vois? Donc, après, on pourrait en parler longtemps, mais je suis tellement excité par cela parce que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis revenu. Parce que je pense que j'étais en France. Moi, je suis tombé amoureux de ma femme, entre guillemets, elle est ivoirienne, je suis revenu, on s'est mariés. Et je me dis, mais c'est bizarre, moi, ce qui m'a lancé dedans, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses très intéressantes, comme toi, font du business. Et je ne les vois pas en train de faire sur le terrain où les gens sont. C'est-à-dire les réseaux sociaux, les gens ne regardent même plus la télé. Oui, aujourd'hui. S'ils regardent la télé, dès qu'il y a la pub, qu'est-ce qu'ils font? Téléphone directement. Tout le monde se jette sur son téléphone.
Je me dis, ah. Et quand je vois que vous postez quand même, parce que vous faites des posts, je me dis, mais merde, est-ce qu'ils ne regardent pas ce que les autres qui attirent les gens font? Quand je dis qu'est-ce qu'ils ne voient pas, c'est est-ce qu'ils postent du texte ou est-ce que c'est plutôt de l'audio ou est-ce que c'est plutôt de la vidéo? On est dans un pays, on va dire, où le taux d'alphabétisation est très bas. Donc les gars consomment de la vidéo à fond, donc c'est à vous de faire plus de vidéos. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une très bonne recommandation parce que souvent les gens n'aiment pas lire. Souvent même quand tu fais un article de vente, tu mets le prix. Ils vont t'appeler encore pour dire le prix, ils vont dire marquer le prix en commentaire. Attends, je viens de te dire le prix, non? C'est compliqué, Donc, ils lisent pas en fait. Alors qu'aujourd'hui, avec la vidéo, ils aiment bien regarder la vidéo, les mouvements, et tout ça. On fait du business. Notre rôle, c'est de créer le moins de friction possible pour que notre consommateur final puisse avoir notre produit ou notre service. Donc, s'il veut de la vidéo, il faut lui proposer de la vidéo. S'il veut de l'écrit, il faut lui proposer de l'écrit. Mais si on essaie d'imposer de l'écrit alors que les gars consomment que de la vidéo, ça va être compliqué pour nous. Trop de vues et tout ça, effectivement. Ça va être compliqué. Écoute, moi, réellement, je voulais t'avoir parce que je pense que tu fais des choses très constructives. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous, c'est quoi? Bon, déjà, il y a un site internet. Ouais. www.noleconsulting.com. Voilà. Également par WhatsApp, parce que je suis beaucoup connecté quand je suis à la maison ou au bureau, voilà, parce qu'il y a le Wi-Fi et tout ça, quand je sors. Donc à la maison, tout le temps connecté. 75 08 34 73. Voilà, donc par WhatsApp, on peut me contacter. Voilà. Mais je n'aime pas trop les appels et tout. Les réseaux sociaux, on peut vous retrouver? Oui, LinkedIn et Facebook. Instagram, j'ai bien à peine de créer le compte. Voilà. Sinon, LinkedIn et Facebook. D'accord. Et comment c'est ton nom personnel ou c'est non personnel. D'accord. Nelson Nolé. Nelson Nolé sur Facebook comme LinkedIn. Oh, ok. Comment tu vois NCE d'ici les 3-5 prochaines années? D'accord. Où est-ce que tu veux que ça aille? Là, comme j'ai dit, implanté dans au moins 5 pays. Voilà, c'est-à-dire une multinationale qui embauche beaucoup de personnes. Okay. Voilà. Donc, pas forcément en termes d'argent, parce que l'argent, ça va venir. C'est la fin, c'est la finalité. Ça viendra avec le temps, mais c'est le fait de pouvoir aider beaucoup de personnes, de pouvoir recruter, de pouvoir embaucher, de pouvoir payer des gens. Voilà, parce que quand tu vois que tu payes quelqu'un qui arrive à se nourrir, à nourrir sa famille, c'est ce qui fait beaucoup plus plaisir, en fait. Voilà, c'est ça qui fait. Voilà, parce que un leader, c'est celui qui grandit en faisant grandir les autres. Que pensent tes employés de toi? Bon, ils ne peuvent que penser bien de moi. Mais je pense que ils me trouvent un peu rigoureux. Voilà, un peu strict, rigoureux, tout ça. Voilà, mais je pense que c'est une méthode qui marche. Parce que tu ne vas pas créer ton entreprise et puis permettre que tout le monde vienne faire ce qu'il veut. Vient à n'importe quelle heure et tout ça. Bien sûr. Ça ne marche pas. C'est la rigueur, la propriété et tout ça. Ok. Redis-nous, on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, tes contacts, LinkedIn, Facebook, Nelson Nolé. Okay. Maintenant, il y a un site internet, www.noleconsulting.com. WhatsApp 75 08 34 73. Toujours connecté, on peut m'écrire, mais pas appel, pas d'appel. Je n'aime pas trop les appels, parce que souvent, c'est vrai que je suis en ligne, mais je fais d'autres choses, au fait. Soit je lis ou je fais des choses. Donc, quand les gens appellent, tout ça, c'est un peu gênant. Okay. Voilà. Quelles sont les personnes, pourquoi on peut t'appeler? Quels sont les personnes, quels sont les services que tu proposes? En termes, actuellement, avec cette situation sanitaire, c'est le coaching. D'accord. Voilà, donc le coaching, que ce soit en anglais, que ce soit en entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Donc j'essaie de partager mon expérience, de guider certains parmi eux. Et puis je fais beaucoup les études de projet dans les business plans et tout ça. Et bientôt je vais reprendre l'activité parce qu'on n'y peut rien, on est obligé. Ok. Mais écoutez, c'était un nouvel épisode de l'expérience Yannick Yao avec Nelson Nolé de NCE. Le conquérant noir. Le conquérant noir, exactement. Donc n'oubliez pas, commentez, n'hésitez pas à contacter Nelson. Je pense que vous avez vu, il y a plein d'informations et il est très resourceful, comme j'aime le dire. Et abonnez-vous, peu importe la plateforme où vous y êtes, YouTube, podcast, Instagram et autres. D'accord? À très bientôt les amis. Ciao. Hey YouTube, ici Yannick Yao. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
tu peux t'abonner en cliquant ici pour recevoir les nouvelles qui seront publiées et aussi cliquer ici pour voir l'une des vidéos récentes qui sont assez constructives à mon avis. Allez, à très bientôt.